Bonjour à tous, merci de vous être connectés à notre webinaire. Ce webinaire a pour ou objet de vous présenter notre offre SASI Versatitan qui va regrouper les différents services que vous attendez du SASI, comme le SD-WAN, la partie Private Access et la partie Secure Web Gateway. Je vais être accompagné d'Adrien Olalenti, qui va avoir l'honneur de nous faire une démo. On va vraiment passer quelques minutes sur des slides pour remettre un petit peu les enjeux, le contexte et présenter l'offre pour passer après à une démo. Donc, ce qu'on va faire, c'est passer on va dire ce que le marché, comment il a changé et quelles sont les tendances. Ce que dit Gartner du SASI et vous présenter rapidement l'offre Titan qui est assez complète pour passer ensuite à la démo. Donc, sans plus attendre, on va parler des tendances du marché que vous connaissez sûrement, mais on va essayer de faire une analyse de ces tendances. La première est l'adoption du cloud. Alors, cette adoption, elle a lieu depuis plusieurs années, bien évidemment, et quand on fait un sondage récent, on voit que les entreprises ont globalement adopté le cloud avec une très large majorité. Dans cette adoption du cloud, on peut différencier le SaaS, le IaaS ou le PaaS. Le SaaS, bien sûr, a été largement plébiscité, hein, Office 365, Salesforce, Workday ou autres sont des outils que beaucoup d'entreprises utilisent. Et le IaaS qui a permis d'étendre son data center sur les services providers. Ce qui est intéressant dans la stratégie cloud de nos clients, c'est que, et là on voit ça sur le schéma qui est à gauche, c'est que leur adoption du cloud ne s'est pas fait auprès d'un seul cloud provider, mais plutôt d'un environnement multi-cloud pour la très grande majorité. Et dans cet environnement multi-cloud, eh bien, on voit que pour ces clients, on a du cloud hybride qui est principalement la première source de multi-cloud. Cloud hybride, ça veut dire j'utilise des service providers dans un cloud public et j'utilise aussi ce qu'on appelle un cloud privé, qui est mon data center, où je vais avoir mes applications plus legacy. Donc, les clients, les utilisateurs voient leurs applications déportées dans le cloud, tout en conservant quand même des applications dans leur data center qui est trop coûteux ou trop long de bouger. On voit un dernier schéma qui est en bas à droite qui montre que la pandémie a accéléré l'adoption du cloud. On voit que les entreprises ont dû réagir vite à des nouveaux usages et donc potentiellement apporter des nouvelles données, des nouvelles applications ou en tout cas répondre à des nouveaux usages pour leurs employés ou leurs clients. Et donc, c'est passé par un développement très agile, très rapide et ceci est beaucoup plus simple de faire dans le cloud que de le faire sur son data center privé. Donc, la pandémie a accéléré l'adoption du cloud assez globalement. Deuxième constat est sur la partie travail à distance. Donc là, le travail à distance, et je ne vous apprends rien non plus, il s'est accéléré avec la pandémie. Ce qui est intéressant, c'est que cette accélération, elle est durable. C'est-à-dire qu'elle est restée aujourd'hui, le télétravail, on a des accords qui se font dans la plupart des entreprises pour permettre aux utilisateurs d'avoir un mix entre télétravail, travail chez soi ou bureau partagé et venir toujours au bureau pour ceux qui ont la chance d'avoir un métier de bureau. Donc ce phénomène s'est vraiment installé très durablement. Et du coup, ça a un impact sur la sécurité, bien évidemment, puisque les applications, pour une partie, sont sorties hors du périmètre de contrôle de l'entreprise, qui était le data center, et les utilisateurs sont aussi sortis du périmètre de l'entreprise, qui étaient les agences, les bureaux, les boutiques, les usines, enfin tout ce qui était le périmètre contrôlé des entreprises. Et donc, le fait que et les utilisateurs et les applications soient sortis a des impacts sur la sécurité. Des impacts, bien sûr, de filtrage périmétrique, des impacts aussi de device, puisqu'on va autoriser les utilisateurs à utiliser leur propre
leur propre device, leur propre ordinateur, leur propre smartphone, parfois pour des raisons de simplicité. On va avoir des notions de sécurité également pour tous les devices environnant l'utilisateur, puisque quand il va travailler de chez lui, cet utilisateur va avoir une imprimante, une box, d'autres objets non contrôlés qui vont être connectés à son réseau. Donc tout ça fait que on a un besoin de sécurité beaucoup plus fort et qui doit entourer l'utilisateur et entourer les applications, qui sont de nouveaux périmètres, qui sont assez diffus, mais il faut y faire face. Alors du coup, que nous dit Gartner dessus et pourquoi Gartner a inventé ce terme SASI? Donc le SASI, et c'est Gartner qui l'a inventé il y a un petit peu plus d'un an maintenant, c'est la convergence entre les réseaux, network, et la sécurité as a service, et pour la plupart délivrés depuis le cloud. Donc c'est le terme SASI qui veut dire Secure Access Service Edge, c'est un nouveau terme, mais le concept en lui-même ne l'est pas. Le SASI, c'est une architecture, c'est une façon d'implémenter les choses, et pour qu'il y ait un intérêt, il faut que ce soit fait par un seul éditeur qui regroupe ces notions de réseau et de sécurité pour apporter cette agilité. Dans les fonctionnalités clés qui sont définies, et ça on le voit en bas à gauche du schéma, dans les fonctionnalités clés du SASI, on va retrouver le SD-WAN pour assurer la connectivité de ces différents points de présence de l'entreprise, le Secure Web Gateway qui va assurer la sécurité des flux sortants à destination Internet, la partie CASB, Cloud Access Security Broker, qui va être un broker entre les applications en mode SaaS et les utilisateurs, le ZTNA, Zero Trust Network Access, qui va contrôler et s'assurer que chaque flux applicatif entre un utilisateur et une application est bien autorisé, avec une autorisation et une authentification forte de l'utilisateur, et bien sûr tout ce qui est firewall as a service avec une extension sur l'IPS. Donc tout ça sont des fonctionnalités qui sont vraiment core au SASI, et avec des fonctionnalités annexes qui peuvent venir enrichir d'un point de vue sécurité toute la stack SASI. Donc voilà la définition de Gartner. On va vraiment donc réunir le réseau et la sécurité autour de l'utilisateur, autour de ses droits d'accès au niveau des applications, et bien sûr assurer la sécurité de ses flux. Et où que soit l'utilisateur, qu'il soit chez lui ou qu'il soit sur une agence ou sur son lieu de travail. Ce que dit Gartner, Gartner a publié en septembre 2021, donc il y a 2 mois, son Magic Quadrant, qui n'est pas Magic Quadrant SD-WAN, qui est Magic Quadrant One Edge. Donc Gartner a déjà pris la mesure du virage qui est fait et ne s'est plus cantonné qu'au SD-WAN, puisqu'on va parler de SASI vraiment dans ce Gartner One Edge. Versa y est vu comme un des leaders, donc on est dans le bon cadran et on a une très bonne et forte position qu'on a depuis maintenant 2 ans. Et les commentaires de Gartner sont très intéressants. Et donc là, ce sont des citations de ce rapport qui va nous positionner comme étant une des solutions les plus capables, les plus larges, les plus riches du marché. Nous positionner comme un acteur qui croît plus vite que le marché et qui a une très bonne visibilité du marché. Et là, c'est là où on étend aussi au SASI. Nous avons la solution la plus complète qui est vraiment single vendor SASI, donc un seul éditeur qui va faire toutes ces tâches. Et ça, c'est vraiment en comparaison à beaucoup d'acteurs, si ce n'est pas presque tous, qui sont présents sur ce quadrant, qui ont fait l'acquisition de différentes sociétés pour cocher les cases et à dire je fais du SD-WAN, je fais du Secure Web Gateway, je fais du Private Access ou autre, mais avec une cohérence de software qui est potentiellement absente. Au-delà de ce Magic Quadrant, Gartner a aussi publié un autre document qui s'appelle Critical Capabilities. Critical Capabilities, c'est très simple. Gartner a pris 8 fonctionnalités que l'on voit ici à gauche,
et même 9 d'ailleurs, et a fait des notations des différents acteurs par rapport à ces fonctionnalités. Et puis, Gartner a pris des poids, a mis des poids, des pourcentages pour en créer des cas d'usage. Donc le premier cas d'usage, c'est je veux une solution qui soit, donc là on va vraiment s'adresser au SD-WAN, une solution qui puisse eh bien, adresser un client qui soit réparti globalement sur la planète avec plusieurs centaines de sites, donc qui soit vraiment très scalable, comme on dit en bon français. Et donc là, quand on prend la notation et les pourcentages, Versa ressort numéro 1 sur ces critères. Deuxième cas d'usage est un cas d'usage sécurité. Je veux avoir un WAN qui est très sensible à la sécurité et avec des fonctionnalités de sécurité, donc du Next-Gen Firewall, de l'IPS, du filtrage URL et j'en passe, qui soient présentes. Et donc là, Versa est positionné comme numéro 2 entre Fortinet et Palo Alto, qui sont deux acteurs reconnus de la sécurité. Et on voit que la notation est très très proche de celle de Fortinet. Ça se joue à 2 centièmes. Troisième cas d'usage, qui est la partie cloud. J'ai un WAN qui s'interconnecte de façon très forte à mon cloud, à mes environnements cloud, puisqu'on est en multi-cloud, on l'a vu de par les tendances. Et donc là, j'ai besoin de fonctionnalités cloud. J'ai besoin d'accéder à mon SaaS, à mes applications SaaS comme Office 365 de façon intelligente. J'ai besoin d'optimiser les flux avec de l'optimisation vers mes applications cloud. J'ai besoin d'être présent dans les marketplaces pour pouvoir étendre mon overlay SD-WAN jusque-là. Et donc là, Versa est également noté comme étant numéro 2, également très proche du numéro 1, entre VMware et Citrix, qui sont encore deux acteurs différents. Mais vous voyez, à chaque fois, on est numéro 1 ou numéro 2. Et dernier cas d'usage, qui lui est un cas d'usage qui va vraiment dans la notion de SASI et comment est-ce qu'on adresse les télétravailleurs ou les nomades. Et donc là, on a un pourcentage de fonctionnalités très important sur la partie remote worker, comment est-ce qu'on les embarque. Et donc là, on est également deuxième. On va pouvoir embarquer les utilisateurs nomades et les télétravailleurs de la même façon que l'on fait le SD-WAN en leur apportant des fonctionnalités d'ailleurs SD-WAN pour que la force de travail eh bien, elle ait la même connectivité, qu'elle soit chez elle, qu'elle soit dans un aéroport, dans un hôtel ou dans une agence, dans une usine ou dans un bureau. Au-delà de Gartner, et on l'a vu dans SASI, le premier S, c'est Secure. Donc la sécurité est un élément ultra important. Et parfois, Versa n'est pas assez reconnu comme étant un acteur de la sécurité. Donc Gartner, on voit, nous a très très bien noté. Cyber Ratings, qui a été fondé par l'ex-fondateur de NSS Labs, fait de même. Ils ont fait 2 tests. Le premier sur la partie Secure SD-WAN, donc qui mélange la sécurité et le SD-WAN, où on ressort comme étant la meilleure solution d'après leurs tests qui sont très techniques. Et le deuxième test est sur la partie Enterprise Firewall. Donc là, on ne parle même plus de SD-WAN, on va vraiment parler de sécurité pure. Et on voit qu'on est dans le peloton de tête qui est tout à droite, avec un Fortinet à droite, un WatchGuard en dessous, un ForcePoint, un Juniper ou un Palo Alto à gauche. Donc, on est vraiment une solution qui a une stack sécurité qui est comparable à ces acteurs dès que l'on va parler de firewall et de firewall as a service. Du coup, qu'est-ce qu'on offre dans notre SASI et qu'est-ce qu'on a si on ouvre le capot? En fait, on a développé depuis des années un OS, un seul OS qui s'appelle Versa OS ou VOS. Et cet OS regroupe des fonctionnalités réseau et des fonctionnalités sécurité. C'est d'ailleurs dans ce sens que Versa a été fondé il y a 10 ans avec, on va dire, le leitmotiv de créer un software qui regroupe réseau et sécurité dès le départ, avec une architecture vraiment single pass pour avoir de hautes performances. Et donc, ça fait, depuis quelques années, on fait du firewall as a service, on fait du filtrage d'URL, on fait de l'IPS, on fait du Next-Gen Firewall, bien évidemment. Et donc, tout ça, on le fait depuis des années. Et l'évolution du marché a fait que nous avons porté notre software, et je dis bien vraiment porté, sans le modifier, porté notre software dans les cloud gateways qui vont donner naissance, à notre service SASI.
Donc, notre VOS qui existe et qui a évolué depuis plusieurs années et qui est enrichi, et ce software qu'on va retrouver sur nos CPE, sur nos devices, sur vos sites distants, donc qui permettent de faire de la sécurité, on va dire on-prem, et qui est également présent sur nos cloud gateway, qui va faire de la sécurité vraiment sur as a service dans notre cloud. Si on prend les différents services que l'on a et qui constituent l'offre Titan, l'offre Titan va avoir un service SD-WAN, donc on va pouvoir faire du SD-WAN et on va avoir une démo vraiment de comment est-ce que le SD-WAN et la sécurité peuvent être déployés sur les branches, sur le cloud, dans les private ou public data centers. Versatitan va aussi inclure, sous le même management, un service de Secure Access, donc il va nous faire du ZTNA, donc j'autorise que ce qui est, je laisse passer que ce qui est autorisé, et donc de Private Access pour les utilisateurs distants, donc je leur donne accès à leurs applications, et puis un service de Secure Web Gateway qui lui va filtrer, va assurer la sécurité des accès à destination d'Internet, donc un proxy cloud tel qu'on peut l'appeler. Donc, si on regarde un petit peu et si on décrit ces différents services, le Secure SD-WAN que l'on a, donc c'est peut-être là-dessus que Versa est le plus connu et le plus reconnu. Il apporte de nombreuses fonctionnalités intéressantes, comme avoir des management plane, control plane, data plane séparés, d'être multi-tenant by design, ce qui nous permet aussi d'avoir un service cloud complètement isolé entre nos différents clients, de pouvoir mettre en place de multiples topologies, du full mesh, du spoke hub spoke, du multi-VRF, etc. De pouvoir intégrer de la sécurité avancée, du Next-Gen Firewall, bien sûr, mais aussi toute la suite UTM, IPS, anti-malware, antivirus, URL filtering, qui peut être déployé vraiment sur les CPE. D'être disponible ou interconnectable avec les différents clouds et de bénéficier d'une interface de management qui est prête à l'emploi, où on va vraiment consommer le service Secure SD-WAN de façon très simple et très rapide. Là, on parlait de connectivité. Pour la connectivité des utilisateurs distants ou télétravailleurs, on a développé une application qui s'appelle SASE Client qui est disponible sur la plupart des plateformes et on voit les OS qui sont supportés, donc des OS mobiles, iOS, Android, du PC, du Mac, du Chrome OS également, du Linux. Donc on va supporter toute une catégorie de plateformes qui nous permet d'avoir le support total des forces de travail. Ce client va permettre l'authentification des utilisateurs auprès de votre Active Directory sûrement ou de votre service LDAP, qu'il soit on-prem ou dans Azure par exemple. Donc on va pouvoir vraiment faire du single sign-on et s'appuyer sur votre catégorie d'utilisateurs pour matcher après et en faire des profils de connectivité. Ce client va pouvoir permettre de faire de l'always on, du split tunneling, de la segmentation applicative, de choisir la meilleure gateway en fonction de là où on est. Et on va apporter vraiment une expérience SD-WAN, donc l'expérience dont on bénéficie, jusque dans le client pour apporter vraiment de l'identification des applications, du policy-based management ou routing, de l'accélération applicative. On va choisir la meilleure gateway ou le meilleur chemin en fonction de la destination dans laquelle on veut aller. Donc, on va vraiment essayer d'apporter tout ce qu'on peut comme fonctionnalité qui soit portable sur un client SASE tel que celui-ci. On va également avoir un service de Secure Access, donc Secure Access, qui s'appelle Secure Access, qui est notre Private Access et ZTNA. Donc une fois qu'on a authentifié l'utilisateur, on va lui donner accès que à telle ou telle application. On va faire de l'obfuscation de réseau, c'est-à-dire le cacher. On va faire de la translation d'adresse. On va s'assurer que le réseau et les applications sont disponibles pour ces utilisateurs et ces utilisateurs uniquement. D'un autre côté, on va faire la partie Secure Web Gateway qui, elle, va délivrer le service de sécurisation des flux. Donc là, on va plutôt parler des flux qui sont à destination d'Internet, où là, on va faire du filtrage d'URL, du Next-Gen Firewall, de l'UTM sur ces mêmes flux et en se basant sur les mêmes profils.
Même si ce sont des services qui sont séparés, Secure Web Gateway, Secure Access ou SD-WAN, ils reposent sur la même interface de management et donc la configuration va être homogène et bien sûr identique. Ces services tournent sur les mêmes Cloud Gateway dans notre réseau et donc voilà, permettent d'avoir une efficience importante. Et enfin, notre SASI Fabric, donc entre nos différents Cloud Gateway, donc on en a 90 dans le monde, qui sont souvent proches des applications, donc dans les zones d'échange Internet, dans les data centers, dans les Equinix, près des Azure, près d'AWS et autres. Donc on va être présent près des applications et qui vont nous permettre aussi d'avoir une granularité mondiale de présence qui va nous permettre aussi d'être présent près des utilisateurs pour limiter la latence avant de basculer sur notre SASI Fabric qui va nous permettre de faire un transport est-ouest des utilisateurs en bénéficiant de notre technologie SD-WAN qu'on utilise bien évidemment dans notre SASI Fabric. Et donc là, encore une fois, on va apporter tout notre savoir-faire dans l'optimisation des flux, dans le routage intelligent entre ces différentes gateways pour entrer, par exemple, aux États-Unis et ressortir en France ou en Allemagne pour aller chercher son application, par exemple, si on en a besoin. Donc, en utilisant notre SASI Fabric qui repose bien évidemment sur nos technologies. Donc, voilà les différents services SD-WAN, Secure Access, Secure Web Gateway, notre SASI Fabric et notre client SASI qui permet de s'y connecter. Maintenant que je vous ai présenté l'offre et j'ai beaucoup parlé, voire beaucoup trop, je vais laisser la parole et l'écran à Adrien pour passer à la démo. Ouais, merci Sylvain. Alors, laissez-moi partager mon écran. Hop, maintenant, je vais voir mon écran. Donc, petite démo un petit peu de ce qu'on fait en Titan, notamment en termes de SASI. Donc, ça va être une démo qui va être en deux parties. D'abord, je vais vous présenter un petit peu un petit rappel de ce qu'on peut faire en Titan de manière générale, et notamment des nouveautés qu'on a eues dans la dernière version qui est sortie le mois dernier. Et dans un deuxième temps, un focus plus particulier sur ce qu'on fait en termes de SASI, et notamment l'intégration des utilisateurs nomades. Comment est-ce qu'on peut les connecter avec notre fabrique SD-WAN et comment est-ce qu'on va pouvoir sécuriser leur trafic vers Internet. Donc, on est sur l'interface de Titan. On voit que, voilà, petit rappel, qu'est-ce que c'est Titan? Titan, c'est finalement une UI qu'on est venu rajouter sur notre solution SD-WAN existante. Donc, on retrouve le même moteur SD-WAN qu'on avait déjà auparavant, qui est très riche en termes de fonctionnalités. Mais au lieu d'avoir une interface de management où on peut avoir tous les paramètres et toutes les configurations possibles, on a refait une nouvelle UI qui va limiter les fonctionnalités, mais qui par contre du coup va permettre d'avoir un focus plus orienté simplicité de configuration et voilà, limiter certaines fonctionnalités, mais au bénéfice de simplifier les configurations pour la majorité des cas de figure qui sont adressés par cette UI. Mais on garde quand même derrière une architecture SD-WAN qui est très intéressante et très riche avec le moteur existant, et tout de même la possibilité de s'adapter au cas par cas si jamais si on a besoin de faire des petits tunings particuliers ensuite derrière au cas par cas, c'est quelque chose qu'on est capable de faire puisqu'on a toujours la modularité qui est derrière avec un moteur qui a toujours des possibilités avancées. Donc cette UI qui va permettre de simplifier un petit peu tout ça. Donc au fur et à mesure, voilà, c'est une UI qui était destinée au départ à être vraiment simple et au fur et à mesure, au fur et à mesure des demandes, on rajoute des fonctionnalités et au final, on retrouve avec quelque chose qui devient toujours simple, mais avec de plus en plus de fonctionnalités. Et donc, la vue par défaut, c'est qu'on retrouve nos sites sous forme d'hexagone avec, dans chaque hexagone, dans chaque site, on va retrouver les équipements qui correspondent à ce site. Donc, soit un équipement seul, soit on peut avoir des clusters d'équipements. Par défaut, tous les sites vont se connecter en full mesh. On va faire un full mesh SD-WAN avec tous les sites connectés ensemble. Et ensuite, on peut aller faire des topologies plus avancées. Donc, par exemple, on peut grouper les équipements par groupe si jamais on va avoir une topologie, peut-être avec plusieurs régions, peut-être faire un mesh sur une région, un hub and spoke sur une autre région, etc. C'est des choses qu'on est capable de faire en Titan. Et un trait au milieu, et en haut, on va retrouver les différents hubs qui peuvent être associés
à nos différentes régions. Donc, on a une vue un petit peu comme ça. On peut afficher également sous forme de map, si on veut voir un petit peu sur la carte où sont déployés nos différents équipements. Et on retrouve aussi une nouvelle version, c'est une légende qui permet de clarifier un petit peu quels sont les codes couleurs, savoir un petit peu, voilà, à quoi correspond, différentes choses. C'est loin d'être indispensable pour utiliser les titans, mais ça peut toujours être intéressant si on veut, s'y retrouver plus rapidement dans les codes couleurs. Donc une fois que je suis ici, je peux très simplement déployer des nouveaux sites et cetera. Donc on est voilà, au départ, c'est Titan, c'était du, SD-WAN pur, avant qu'on y rajoute toute la partie SASI. Donc on va pouvoir, par exemple, on retrouve nos différentes licences pour nos différents équipements. On a du CSG qui sont les équipements, Versa classique, mais on peut aussi s'intégrer et faire fonctionner du Dell, avec du Titan. On peut aussi faire du format virtuel, que ce soit virtuel pour du cloud on-premise ou du cloud privé ou éventuellement pour des clouds publics qui peuvent du coup, sur AWS, on peut automatiser le déploiement d'une VM aussi sur AWS. Et si je veux déployer un nouveau site, tout ce que j'ai à faire, c'est sélectionner l'équipement qui m'intéresse, la licence qui m'intéresse, faire un drag and drop sur mon écran et ça va me permettre de déployer un nouveau site. Donc, hop, je vais rentrer rapidement. Ouais, j'ai même pas besoin. Donc, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais donc voilà, pour montrer rapidement, si je crée un nouveau site, j'ai juste à mettre, l'adresse et cetera et ensuite ça me permet d'automatiquement générer, la longitude et la longitude en fonction de l'adresse pour pouvoir le positionner sur la carte. Par défaut, comme j'ai dit, on va être en full mesh, donc ça après à chaque fois on a des petits indicateurs pour aider, les utilisateurs donc voilà, tout est expliqué. Par défaut, on est sur du full mesh, donc du any to any, mais éventuellement on peut configurer d'autres types de topologies avec des hubs, des spokes, des hubs contrôleurs qui sont des concepts un peu plus avancés. Et par exemple, là, si je suis pour ce site, je peux choisir, bah, voilà, est-ce que ça va être un hub? Est-ce que ça va être un spoke? Et si je choisis par exemple de dire que c'est un spoke, je peux décider, ben, ce spoke-là, je veux qu'il appartienne à ce groupe, à un groupe de spokes particulier dans lequel je vais peut-être faire une topologie différente pour pouvoir faire vraiment des topologies plus avancées que simplement du hub and spoke ou du full mesh. Et pareil, si je sélectionne un hub, je peux décider, ben, ce hub-là, il va avoir une certaine priorité, il va appartenir à une certaine région et je peux, faire différentes choses, par rapport à mon à mon à mon hub. En termes de redondance, donc par défaut, on déploie avec un seul site. Si on veut déployer un autre équipement sur le même site, bah, l'idéal, c'est de directement les déployer ensemble en déployant HA-mode. Donc ici, j'ai qu'une seule licence pour ce type d'équipement, donc il va pas automatiquement configurer le HA. Mais l'idée, c'est que si on déploie en HA, ensuite, ils vont être liés ensemble et du coup, ça va automatiquement configurer un back-to-back entre les 2 équipements pour que si jamais il y a un des 2 équipements qui ait un accès à un transport, par exemple à internet que l'autre équipement n'ait pas, bah, du coup, qu'on puisse automatiquement utiliser le back-to-back pour aller se connecter, via cet autre transport. Donc l'idée, c'est que, voilà, en faisant mode achat, on va vraiment automatiser ce cluster et simplifier les configurations qu'on va avoir à faire pour permettre ce transfert d'un équipement à un autre. Voilà, une fois que c'est fait, on peut aller sur un équipement, le configurer. Donc on retrouve, voilà, le même menu qui était tout à l'heure et on peut rentrer après dans les configurations. Donc on retrouve de plus en plus de fonctionnalités. Donc on peut configurer tout ce qui est WAN, LAN, Wi-Fi, LTE, les règles de sécurité, le SD-WAN, le routing et différentes choses, paramètres. On peut créer des templates sur le tenant. Donc après, je peux aussi appliquer directement un template par défaut sur, sur les parties qui m'intéressent. Et je peux rentrer dans les détails après de configuration. Donc, par exemple, pour une interface WAN, je peux décider, bah, voilà, est-ce que ça va être un internet? Est-ce que ça va être MPLS? Est-ce que, alors ça, c'est partie, j'expliquerai après ce que c'est le log device qui fait ce warning. Est-ce que, voilà, est-ce que je vais être du DHCP? Est-ce que je vais être en statique? Est-ce que ça va être un lien qui va être également utilisé pour faire du DIA? Ou est-ce qu'on veut uniquement du SD-WAN? Ou est-ce qu'on veut faire du DIA uniquement? Donc on va pouvoir avoir pas mal de paramètres de customisation qui sont disponibles, avec également, la possibilité de configurer du PPPoE. Donc si on veut rentrer plus en détail dans les configurations PPPoE ou également configurer un tunnel IPsec, vers, peut-être un site qui ne serait pas migré en SD-WAN ou vers une solution de sécurité cloud. Donc on peut, voilà, customiser pas mal de choses. Côté LAN également, on va retrouver pas mal de paramètres. On peut sélectionner, voilà, nos différents ports et faire nos configurations. Configurer du NAT et cetera, Wi-Fi. LTE qui est assez intéressant, on peut avoir jusqu'à 4 liens LTE par équipement. Donc le LTE qui va pouvoir être utilisé
à la fois comme lien actif, donc c'est-à-dire comme lien primaire, donc on va vraiment venir faire du SD-WAN par-dessus ce lien LTE. Comme lien hot standby, donc hot standby, ça veut dire qu'on va monter un tunnel par-dessus, on va monter un tunnel sur le LTE pour monitorer le tunnel et voir si les performances sont bonnes, mais on va le garder en standby et avoir une priorité moins élevée parce que ça reste du LTE, on ne veut pas forcément consommer la data. Voire carrément call standby. Donc call standby, c'est on dit ben, le LTE est désactivé. Par contre, dès qu'on voit qu'on a un autre transport qui tombe, automatiquement, ça va activer le LTE en backup. Donc pas mal de possibilités là-dessus. Ensuite, on va pouvoir configurer tout ce qui est sécurité. Alors, pourquoi est-ce qu'il y avait des warnings que je ne pouvais pas modifier? Parce qu'en fait, une fois qu'un équipement est déployé, ensuite, on a rajouté quelque chose dans la dernière version qui est le mode lock. Donc, chaque équipement peut être locké. Et le but de faire un lock, c'est notamment de modifier la configuration d'interface WAN. On part du principe que la configuration des interfaces WAN, c'est quelque chose qui peut être sensible. Potentiellement, on peut se couper la main sur cet équipement et perdre l'accès à l'équipement. Donc, on ne veut pas que ce soit fait à la légère et que, sur un malentendu de configuration en même temps, quelqu'un bloquer casser le lien qu'on a avec l'équipement. Donc, l'idée, c'est qu'on va aller verrouiller l'équipement pour ensuite aller faire des configurations plus sensibles, comme modifier les interfaces WAN, par exemple. Si je retourne dans les configurations, donc ensuite on va retrouver un certain truc. Donc après, je ne vais pas rentrer dans tous les menus pour essayer de finir la démo dans les temps, mais on va retrouver pouvoir configurer nos règles de sécurité, spécifiquement avec du firewalling. Hop, je prends un équipement. Donc on peut avoir les petits temps se rend compte de savoir quelles licences ont été activées. Donc on peut avoir du firewalling, de l'URL filtering, antivirus et IPS, avec antivirus et IPS qui font partie du deuxième tiers de licence. Et on peut configurer à chaque fois quelles vont être les applications qu'on veut matcher, donc en fonction du protocole, adresse, hostname, etc., ou directement de l'application. Donc là, l'application, on peut directement afficher la liste des applications qui sont disponibles sous forme de catégories et sélectionner peut-être des catégories qu'on veut autoriser ou bloquer, ou en tout cas faire des différentes actions. Ou alors on peut directement chercher les applications qui nous intéressent. Par exemple, si je cherche Facebook, je vais retrouver les applications qui correspondent à Facebook. Une fois que j'ai sélectionné quel trafic je veux identifier, il ne me reste plus qu'à choisir les zones sur lesquelles on veut appliquer ce trafic. Allow ou deny, ou apply security profile. Donc si on fait un apply security profile, c'est là où on va dire je veux mettre en place de l'URL filtering, de l'IPS, antivirus, etc. Et éventuellement choisir comment on veut loguer le trafic, soit envoyer des logs vers notre headend hébergé par Versa, soit éventuellement vers un collecteur qui serait en externe. Ça, c'est pour la partie firewalling. On peut retrouver après tout ce qui va être QoS, on peut différencier le trafic en différentes classes de trafic de priorité. Et la même chose, on va avoir des règles rules où on va retrouver le matching par du trafic pour identifier le trafic qu'on veut identifier. Et ensuite des profiles où on peut définir, le circuit, ça va être tel circuit. Le next hop, ça va être, je peux choisir peut-être une gateway SASE en next hop. Et choisir, sur la partie SD-WAN, c'est là où on va vouloir jouer sur, je veux que cette application, elle ait une certaine performance en termes de latence. Donc, soit je mets un seuil qui ne doit pas être franchi, et dès qu'on franchit ce seuil, on va déprioriser ce transport par rapport aux autres. Ou alors, je peux simplement dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste d'avoir la latence la plus basse possible. Et dans ce cas-là, on va choisir le transport qui aura la plus faible latence entre ceux qui sont disponibles. Donc, même chose avec packet loss et jitter. On peut activer également, donc on peut aussi faire du fake et du packet duplication. Donc là, c'est vraiment pour des liens qui seraient vraiment détériorés, on peut venir rajouter en plus des informations pour réparer des paquets qui seraient perdus, retrouver des paquets qui seraient perdus. Et on peut le faire le load balancing par flux ou par paquet. Donc tout ça, c'est pour la partie SD-WAN. Et ensuite, on peut aller faire du routing plus avancé côté LAN, donc définir nos routes statiques, OSPF, BGP côté LAN. Et c'est là où on voit que même pour une solution qui est censée rester simple, au fur et à mesure, on rajoute des fonctionnalités en fonction des demandes. Et par exemple, même sur le BGP, on va pouvoir définir, OK, je veux faire un match sur un préfixe ou des communautés. Et en action, je veux faire du ASPrepend, changer la communauté, etc. On peut aller faire après des choses un peu plus avancées sur le BGP, par exemple.
Voilà, et miscellaneous, on va retrouver différentes choses, load balancer, SNMP, NTP, etc. Différentes choses qui peuvent être configurées. Donc tout ça dans le but de faire du SD-WAN assez simplifié. Et ce qui est vraiment sympa avec cette brique SD-WAN, c'est qu'en plus, tout ça, on peut le faire depuis l'interface web, mais on peut aussi le faire depuis le téléphone. Et donc depuis le téléphone, on peut aussi retrouver tous les menus que je vous ai montrés. Bah, finalement, on voit que c'est un format qui est complètement compatible téléphone, et on va retrouver ces différents menus sur l'application pour configurer directement depuis l'application mobile, voire même faire le déploiement des équipements avec le téléphone. Donc, pour tout ce qui va être Zero Touch Provisioning, soit on utilise le serveur Zero Touch Provisioning, soit il y a un DHCP qui est disponible, et dans ce cas-là, l'équipement se connecte, il va aller sur internet retrouver le serveur ZTP pour récupérer sa configuration. Donc ça, c'est le modèle idéal quand on a du DHCP qui est disponible. Soit ce qu'on peut faire, c'est directement aller se connecter à l'équipement avec notre PC. Donc notre PC, soit on le branche sur un port particulier de l'équipement, soit on se connecte à un point d'accès Wi-Fi qui est automatiquement créé au début lorsque l'équipement est vierge. Il va avoir un point d'accès Wi-Fi sur lequel on peut se connecter. Donc là, on se connecte, on n'a plus qu'à cliquer sur Activate pour aller dans la web UI spécifique à l'équipement pour pousser la configuration de l'équipement. Soit on peut même le faire en Bluetooth. Donc là, si je veux faire en Bluetooth, qu'est-ce qui s'est passé sur celui-là? Bluetooth. Bon, il ne veut pas sur celui-là. Mais donc l'idée, c'est qu'en Bluetooth, du coup, on a juste à télécharger l'application, se connecter en Bluetooth sur l'application directement avec l'équipement. Et là, on peut, de la même façon, pousser directement la configuration du téléphone qui, lui, a Internet, donc peut récupérer la configuration, pousser la configuration à un équipement qui ne serait pas connecté à Internet. Donc ça, c'est pour la partie SD-WAN. Et pourquoi j'ai pris le temps de vous montrer tout ça? Parce que finalement, la partie configuration SASI, ça va être exactement la même. Si je prends, donc là, on est sur un tenant où justement on a rajouté une gateway SASI. Et ici, notre gateway SASI, elle est ajoutée de la même façon que n'importe quel autre site SD-WAN. Donc l'intégration ici, elle est instantanée. Ça veut dire que dès qu'on rajoute une gateway SASI, on n'a pas à choisir où est-ce qu'on va monter les tunnels IPsec pour se connecter avec notre proxy cloud ou avec notre remote access. Nos gateways SASI qui font remote access pour les utilisateurs et la sécurisation du trafic vers Internet, elles sont automatiquement connectées en SD-WAN avec tous les autres sites connectés dans Titan. Donc bien sûr, après, on peut moduler en jouant avec les régions, etc., pour choisir si on veut réglementer, mais par défaut, ça va se connecter avec tous les autres sites. Et ensuite, je vais pouvoir le configurer de la même façon que je configure tous mes autres sites. Donc on va retrouver toutes les briques de sécurité avec la même configuration que ce qu'on a sur les autres sites SD-WAN. Donc, comme ça, on peut avoir très facilement la même configuration sur ces sites-là que sur tous les autres sites. On va aussi retrouver les configurations SD-WAN, puisque ici, on a un équipement qui est connecté en SD-WAN avec tous les autres sites. Donc finalement, on veut aussi faire du SD-WAN. Donc on va pouvoir retrouver les configurations SD-WAN et faire du monitoring des performances des différents transports. Et avec des menus en plus qui viennent se rajouter. Donc ici, on a un autre menu spécial IPsec pour aller se connecter. Si on veut connecter aussi des sites qui ne seraient pas connectés encore en SD-WAN, on peut aussi se connecter avec. Et surtout la partie Secure Access, donc pour connecter les utilisateurs nomades. Là, ce qui est intéressant, c'est que un utilisateur qui veut se connecter à Versatitan pour un utilisateur nomade, il n'a pas à configurer son application. Tout ce qu'il a à faire, c'est à remplir, en tout cas pas remplir des grandes pages de configuration, il a juste à dire voilà mon serveur SASI vers lequel je veux me connecter. Et ensuite, c'est depuis Titan qu'on va pousser la configuration à l'agent. Donc toute la configuration, on peut la décider ici. Donc je peux décider est-ce que je vais faire du full tunnel, du split tunnel, quelles vont être la plage d'adresse IP que je veux appliquer. Est-ce que je veux rajouter du two-factor authentication, du always on, différentes choses qui peuvent être rajoutées directement sur la configuration des équipements. Et ensuite, par exemple, si on est sur du split tunnel, on peut décider quels sont les préfixes qui doivent aller vers le SD-WAN, quels sont les préfixes qui vont partir en split tunnel, etc. Donc tout qui est déjà intégré là-dedans et qui vient du coup rendre l'intégration de ces utilisateurs nomades très simple, puisque finalement, ils vont pouvoir bénéficier de la même connectivité et des mêmes règles de sécurité que les autres sites qui seraient connectés en Versatitan. Et comment définir ces utilisateurs? Là, on a deux façons de le faire. Soit on définit ces utilisateurs avec un Active Directory, et dans ce cas-là, ici, on a un onglet supplémentaire qui nous permet de faire la configuration de l'Active Directory.
soit, comme c'est le cas ici, on peut avoir des utilisateurs nomades connectés. Donc ici, on peut gérer nos SASI clients. Et donc ici, tout ce que j'ai à faire, c'est ajouter un utilisateur, renseigner l'adresse email, et automatiquement, donc ici en local database, automatiquement l'utilisateur reçoit un email pour lui dire de choisir son mot de passe. Et ensuite, il a le lien de téléchargement avec toutes les informations pour installer l'agent sur son poste pour se connecter. Donc l'agent qui est disponible sur Windows, Mac, mais aussi sur Android, iPhone, Linux et Chrome OS. Donc très large en termes de plateforme et avec toutes les fonctionnalités, en tout cas dans les grandes lignes, qui sont disponibles sur toutes les différentes plateformes. Voilà, et rapidement avant de conclure, ensuite, une force de Titan, c'est qu'on garde quand même la visibilité qui est fournie par du Versa classique. Donc on garde la possibilité d'avoir de grands détails en termes de visibilité sur ce qui se passe dans le réseau, et notamment en termes, voilà, avec le menu Analytics, qui nous permet de voir tout ce qui se passe sur notre réseau SD-WAN, à la fois le SD-WAN, à la fois la sécurité, mais aussi tout ce qui va être Secure Access. Donc, par exemple, pour la partie Secure Access, je peux voir mes différentes gateways, les différentes statistiques, et notamment, par exemple, le nombre d'utilisateurs qui sont connectés sur mon réseau, quelle est la bande passante qu'ils utilisent lorsqu'ils sont connectés, et différentes choses. Donc, vraiment, c'est un gros atout aussi de cette force, de cette solution SASI, c'est que du coup, on retrouve toute la partie visibilité qui est intégrée avec la partie SD-WAN pour retrouver toutes les informations. On peut avoir différentes. Donc, on a par exemple une carte. On a des menus qui sont assez sympas. Par exemple, une carte avec les différents sites SD-WAN qui sont déployés. Donc, on peut faire par exemple une connectivity view pour voir voilà, les différents tunnels qui sont montés entre les différents sites. Mais ça, on peut aussi le faire pour les utilisateurs nomades avec une carte qui permet de voir, par exemple, là, on a un poste qui est connecté au VPN depuis le Pérou avec une gateway qui est à Francfort. Et donc, par exemple, si je demande d'avoir User Traffic View, je peux voir le trafic qui est en train de passer, où se sont connectés les utilisateurs et vers quel gateway ils se sont connectés. Voilà, je vais conclure ici. On arrive à la fin du temps. Je vais conclure ici pour la présentation de Titan. Donc je ne sais pas, Sylvain, si tu veux conclure. Je ne sais pas si on a des questions qui sont éventuellement, si vous avez des questions. Alors, il n'y a pas. Effectivement, j'avais oublié de le dire, d'utiliser le chat pour poser vos questions. Donc, vous pouvez le faire. Je vais ouvrir un petit sondage sur l'étape. On va dire quelle serait la première étape par laquelle vous voudriez commencer potentiellement votre transformation SASI. Parce que le SASI peut être un tout, mais on l'a vu, ça se découpe en plusieurs services. Ces services correspondent à différents cas d'usage. Le SD-WAN en est un. On a la gestion des accès distants des utilisateurs qui en est un autre. On a la sécurisation des flux à destination Internet, que ce soit pour les utilisateurs distants ou pour les utilisateurs qui sont dans leurs agences, bureaux ou autres, est encore un autre cas d'usage. Donc, on peut utiliser plusieurs chemins pour arriver vers le SASI. Et donc, c'est le but de la question. Il y a une question, combien de gateways ont été déployés en France? Donc en France, on a un POP, alors qui est redondant lui-même, mais on a une gateway qui est à Paris aujourd'hui et qui fait partie des 90 points de présence que l'on a dans le monde. On en a plusieurs en Europe, bien évidemment, Il devrait y en mais en avoir une France, deuxième aussi. Il devrait y en avoir d'autres aussi à Marseille qui devraient être ajoutés aussi. voilà, qui est devenu vraiment un exchange, enfin un point d'internet exchange qui est assez important. Marseille pour la partie européenne, mais aussi vers les US. Et on voit que des grands acteurs se sont déportés également là-bas. Hop. Donc, voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais lancer un deuxième sondage. C'est le moment des sondages. Euh, qui, qui est, est-ce que vous voulez faire un test ou un POC? Est-ce que vous voulez le faire plutôt rapidement, d'ici 3 mois, entre 3 et 6 mois, ou plutôt commencer par une, euh,
comment dire, plutôt commencer par juste une démo. Est-ce que, donc voilà, je saute du coq à l'âne avec les questions. Avez-vous une part de marché en Afrique? Alors, bah, alors déjà, on a beaucoup de sites qui sont déployés en Afrique. On travaille avec des groupes internationaux qui déploient dans des zones qui peuvent être assez difficiles d'accès, qui peuvent faire du forage pétrolier par exemple, ou des activités de ce genre qui sont un petit peu complexes et qui sont des endroits difficiles. Donc beaucoup sont en Afrique. Euh, et plus globalement, on travaille avec plusieurs intégrateurs et service providers qui adressent nos clients là-bas également. Donc oui, nous sommes présents sur ce continent euh, et, euh, et si vous voulez qu'on en parle, n'hésitez pas à me contacter ou Adrien pour qu'on élabore un petit peu plus notre présence. Euh, voilà. Est-ce que vous avez d'autres d'autres questions? La présentation est en download, donc vous pouvez bien sûr la downloader. Et bien sûr, on répond à vos questions par la suite. Je voulais juste vous faire un petit... hop, je vais reprendre la main. Voilà, pour vous donner des potentiels next steps que l'on peut avoir. Donc, bien sûr, ça peut être un POC ou une démo sur l'offre Titan. Ça peut être aussi un try and buy, donc sur toute notre offre Titan et SASI, donc Versa Secure Access ou Secure Web Gateway, où là, on peut mettre très facilement, en fait, il n'y a même pas de hardware à déployer. On peut mettre ces services à votre disposition pour accueillir vos clients et vos utilisateurs et les sécuriser. Donc, on peut mettre en place un try and buy avec nos équipes et démarrer de façon très rapide et agile. Et puis, je voulais vous rappeler qu'on a une plateforme sur laquelle on a énormément de documentation, mais pas que de la documentation, qui s'appelle Versa Academy. C'est une vraie académie où on a des trainings, certains qui sont vraiment des formations, puisqu'on a des instructeurs, on a un lab, et donc ça, ce sont des formations qui sont payantes, mais on a également beaucoup de trainings qui sont on-demand et qui sont gratuits pour la plupart, qui vous permettent vraiment de vous entraîner, de comprendre les principes, de vous entraîner techniquement. Et ça a été fait de façon très modulaire, donc il y a plein de sujets différents qui sont abordés pour vous aider à monter en compétences sur chacun des sujets. Bien sûr, on a vraiment une bibliothèque très large de documents, de white paper, de guides de déploiement, de tutoriels, etc. Et on peut aller également obtenir sa certification sur cet environnement. Euh, voilà, bah voilà, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. À très bientôt, merci. Au revoir.